Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour parler immobilier. Donc quand on parle immobilier dans le secteur bancaire, on pense tout de suite au crédit immobilier, mais en fait pas que. On parle aussi assurance emprunteur, on parle aussi de services complémentaires de plus en plus, et on a tendance à plus parler de crédit immobilier, mais plutôt de projet immobilier par rapport à la diversification des services, qui a deux raisons principales. La première, c'est que aujourd'hui, on cherche à apporter une meilleure expérience client, donc une expérience plus globale au client. Et puis, il y a aussi une problématique financière, parce que le but des banquiers, c'est aussi de continuer à gagner de l'argent, et on n'en gagne plus tant que ça en faisant du crédit IMO. Donc, on va voir un peu toutes les initiatives aujourd'hui à travers les représentants qui sont avec nous ce jour. Et on va voir qu'il y a des initiatives dans différents domaines. Il y a des initiatives sur le parcours IMO. Il y a des initiatives aussi qui sont liées à l'offre. Il y a des initiatives qui sont liées aux valeurs qu'on va apporter. Je pense au développement durable. Et puis il y a des initiatives aussi sur le logement de manière plus globale. Et donc je vais passer la parole à nos représentants des sociétés qui sont là aujourd'hui. Tout d'abord pour se présenter, parce qu'il y a peut-être des sociétés que vous connaissez moins. Donc je vais passer la parole à Léa dans un premier temps, de la société Luco. Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Léa Joussaume, je m'occupe de la communication chez Luco. Luco, donc c'est une néo-assurance habitation. On est spécialisé sur toutes les assurances de l'immobilier. Donc, on s'est lancé sur l'assurance habitation il y a 4 ans maintenant. On est devenu le premier acteur de la néo-assurance en France. On a maintenant plus de 350 000 clients et on s'est étendu récemment dans plusieurs pays européens en rachetant notamment notre concurrent allemand. Et donc spécialiste, je le disais, des assurances qui touchent à l'immobilier, donc l'assurance habitation avec laquelle on s'est lancé, et plus récemment l'assurance emprunteur et également l'assurance immeuble. Parfait. Didier ? Oui, Didier Bronche, moi je suis le responsable des partenariats commerciaux pour Crédit Mutuel, Alliance Fédérale. Vous avez vu ce matin l'autre versant du Crédit Mutuel représenté par Arkea, et moi donc je représente le second versant qui est le versant Crédit Mutuel strasbourgeois pour ce qui est du Crédit Mutuel historique, et puis le réseau qui est affilié également, qui est le réseau du CIC. Hein, c'est les deux grandes enseignes que je représente aujourd'hui. Gaël. Bonjour à tous. Gaël Chabrier. Il fonctionne mon micro. Oui. Gaël Chabrier. Donc moi je suis directeur des parcours immobiliers du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, et on représente un financement sur 4 aujourd'hui en France de crédit immobilier. Et Renaud pour Préto. Bonjour à tous, Renaud Pestre, je suis cofondateur de Préto, une fintech qui s'est donné comme mission de rendre le crédit immobilier simple, efficace et équitable. On ne fait pas encore tout à fait un crédit immobilier sur 4, mais on y travaille. Je pense qu'on va avoir l'occasion de vous décrire tout ce qu'on met en place pour réaliser notre mission, avec notamment des parcours innovants. Voilà. Parfait. Donc je vous propose qu'on commence par les initiatives que vous avez mises en œuvre dans vos différentes entreprises. Je vais commencer par Léa. Quand on a échangé, on a beaucoup échangé sur l'interaction client, sur la relation client et justement la manière d'interagir avec le client chez Luco. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces initiatives ? Oui, avec plaisir. C'est vraiment sur ce constat qu'on s'est lancé, nous, sur l'assurance habitation. C'est sur le fait que le client a été pendant trop longtemps négligé dans l'assurance et qu'il passait un petit peu après tout le monde. Donc, on a voulu le remettre au centre et notamment avoir un service client efficace, toujours présent pour les clients, même si c'est digitalisé. Donc, aujourd'hui, chez Luco, la manière d'interagir avec nous, c'est sur Internet, via le chat de notre site Internet, par mail ou via les réseaux sociaux. Donc, ça peut paraître à première vue un peu... Déshumanisé totalement, mais pas du tout. L'idée, c'était de prouver que c'était possible d'avoir une aussi bonne interaction client, mais en étant 100% en ligne. Donc, ce qu'on a fait notamment, c'est qu'on a élargi les horaires. C'est possible de nous parler de 8h à 21h tous les jours. Pourquoi on a fait ça ? Parce que les gens, souvent, quand ils gèrent leur assurance habitation, leur assurance emprunteur, ils le font pas au travail, ils le font quand ils sortent à 18h, quand l'agence est fermée. Ils ont envie de le faire le week-end, le dimanche. Pareil, le dimanche, on travaille jusqu'à 20h pour leur répondre. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir montrer cette proximité à travers le numérique. Et également en retravaillant tous les parcours pour les rendre simples et un petit peu décrypter l'assurance, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire une franchise, alors que on va devoir la payer quand on a un problème. Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire valeur à neuf. Tout le monde n'a pas forcément compris que c'était vraiment obligatoire d'assurer son prêt et ce qu'il contient. Donc l'idée, c'était vraiment de rendre ces parcours intuitifs, compréhensibles, pour que monsieur et madame tout le monde, comme nous, aient accès à l'information et comprennent ce qu'ils achètent. Parce que c'est obligatoire.
Donc, c'est pas parce que c'est obligatoire qu'on peut l'écrire en petites lignes et qu'on peut leur vendre n'importe quoi. Il faut justement leur rendre accessible cette information. Et l'utilisation des réseaux sociaux, vous en avez parlé rapidement, ça vous donne aussi une proximité avec le client, c'est-à-dire qu'on a beau être online, on a quand même cette facilité à communiquer, à réagir rapidement. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai que vous avez dû le remarquer, vos clients, ils ont envie de vous parler partout. Ils veulent vous parler sur Instagram, ils veulent vous parler sur Twitter, sur Facebook. Donc, on a lié toutes les messageries de ces réseaux sociaux à notre messagerie principale pour être capable d'avoir la même réactivité sur tous ces canaux. Et ça continue à participer, à créer ce sentiment de proximité. Les clients, ils se disent, bah, tiens, je peux leur parler à n'importe quel moment depuis mon téléphone. Parfait. Didier, côté Crédit Mutuel, j'ai entendu parler de pas mal de choses, dont un kiosque à service que vous allez nous expliquer. Oui, rapidement, il y a maintenant à peu près 4 ans, nos clients et sociétaires nous ont interviewés et nous ont expliqué qu'ils aimeraient qu'on aille un petit peu plus loin dans la relation avec eux sur l'aspect crédit immobilier, qu'on sorte du financement, de l'assurance qu'on faisait déjà, de la télésurveillance, d'un certain nombre de choses qu'on avait entièrement internalisées, et qu'on aille un cran plus loin avec des partenariats dans des domaines où ils étaient particulièrement friands de services complémentaires. Alors c'est quoi? C'est des travaux immobiliers, c'est de la fourniture d'énergie, c'est du déménagement, des diagnostics immobiliers, tout ce qui peut compléter le parcours traditionnel à la banque et qui vient compléter harmonieusement les besoins du client en matière d'immobilier. Donc on a imaginé, avant Covid, et puis la partie Covid évidemment a accéléré le sujet et les besoins du client, une plateforme de service. On a acquis le code d'une solution lilloise qu'on a intégrée dans notre système d'information, qu'on a placé sur notre site de référence, et on a interfacé ça avec nos sites de banque à distance, CIC.fr et Cybermut, pour donner la possibilité aux clients, ce que disaient certains des interlocuteurs ce matin et en début d'après-midi, d'avoir un parcours sans couture, le plus rapide possible, avec les codes du e-commerce. Et vous voyez, vous avez un slide qui reprend à peu près à date ce qu'on propose aujourd'hui sur l'immobilier. Alors vous avez les grandes thématiques, et derrière ces grandes thématiques, il y a à peu près une centaine d'offres de services qui sont à disposition de nos clients, avec un ordre et un leitmotiv suivant. Il faut des solutions qui soient solides, qui soient pérennes, qui soient d'une qualité irréprochable, parce qu'on est tiers de confiance et qu'il n'est pas question d'emmener nos clients dans une solution qui ne serait pas éprouvée et qui lui créerait des difficultés complémentaires. Et moyennant quoi, donc, on a sélectionné, on va dire, sur cette thématique, une quinzaine de grands partenaires nationaux. Alors c'est ou des grands groupes, mais c'est aussi, et là je me tourne vers mes deux collègues à côté de moi, c'est aussi des startups qui ont des solutions innovantes, qui sont venus proposer des offres de services complémentaires. Et donc nos clients, via notre site de banque à distance, arrivent sur la plateforme de service, peuvent consulter dans le détail les différentes offres avec les avantages qui leur sont réservés, sachant que mon job avec l'équipe achat qu'on a constituée au Crédit Mutuel, c'est bien entendu de négocier le prix et la qualité de la fourniture pour que nos clients soient servis en gants blancs et avec tous les services premium qu'ils attendent dans ce type de relation-là. Bien entendu, il y a une mesure de la satisfaction client à la sortie. Bien entendu, on a un back-office intégré qui permet de suivre au fur et à mesure du service la qualité de la relation qui est fournie. Et bien entendu, il y a une enquête à froid vis-à-vis de nos clients pour savoir si tout a été correctement processé et réalisé. Voilà, donc on croit beaucoup à cette solution-là et bien entendu, là c'est l'univers du logement qui vous est présenté, mais il y a d'autres thématiques qui correspondent à ce qu'ont dit d'autres intervenants aussi ce matin en début d'après-midi, au grand moment de vie des clients, que ce soit particuliers, mais également professionnels et entreprises qui vont être serrés et proposés sur ce type de plateforme. Peut-être juste en complément, Didier, sur ce genre de plateforme, donc on a vu, on travaille avec des partenaires. Comment on fait pour sélectionner les partenaires, pour garantir leurs services et s'assurer justement d'une expérience client qui soit de bonne qualité, sachant qu'on ne la délivre pas totalement, quoi. Un bout de réponse, je dirais qu'entre le moment où on commence à négocier avec une entreprise et le moment où on travaille réellement avec elle, il se passe pas loin d'1 année.
Pendant cette année-là, bien entendu, il y a des critères financiers, extra-financiers qui sont regardés en long, en large et en travers au niveau de l'entreprise. Bien entendu, on va décortiquer leur avant-vente, leur après-vente. Et quand je dis on va le décortiquer, c'est-à-dire on va dans l'entreprise, on va visiter les services clients, on s'assure avec les dirigeants et avec nos interlocuteurs de la qualité, de la manière dont les services vont être proposés à nos clients. Et puis, on fait aussi quelques enquêtes mystères. On se renseigne auprès de clients qui ont déjà consommé pour être bien sûr que par rapport à ce qu'on nous dit, il y a une véracité en termes de qualité et de rapport qualité-prix. Donc c'est long, c'est compliqué, c'est lourd. On ne retient pas forcément, bien entendu, toutes les entreprises avec qui on a commencé des discussions. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont restées sur le bord du chemin, mais au final, on amène normalement, si on a fait les choses correctement, une qualité qui se veut irréprochable en termes de service, sachant qu'on est dans l'humain. Donc il peut y avoir des dérapages. S'il y a un dérapage, on a côté entreprise un service client et assistance à disposition avec des process qui sont bien normalisés avec nous. Et puis en interne, encore une fois, on a nous-mêmes un service client et un service assistance qui peuvent, en dernier ressort, faire la négociation et remettre d'aplomb la relation avec le client. L'objectif, c'est qu'il faut que 100% de nos clients amenés via le kiosque à service chez un partenaire ressortent satisfaits de la relation. Il n'est pas question de voiler la relation historique de nos clients par un partenaire et par un prestataire qui ne serait pas à la hauteur de la qualité qui est énoncée et qui est promise par le parcours qui est envisagé. Merci beaucoup. Gaël, chez BPCE, il y a beaucoup d'innovation. Ça a toujours été un leitmotiv dans la société. Sur les parcours immobiliers, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple récent ? Alors, sur les parcours immobiliers, bien entendu, on s'est engagé depuis pas mal d'années maintenant, et comme beaucoup de banquiers de la place, un Crédit Mutuel aussi, bien entendu, à la digitalisation des parcours B2C. Quand je dis B2C, c'est le client directement depuis son appli mobile ou depuis le web qui fait un parcours d'instruction de crédit immobilier. Donc ça, c'est des choses qui tournent aujourd'hui, mais sur lesquelles je vais m'appesantir un peu. On va encore investir pour attirer vers le self-care, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parcours de souscription de crédit immobilier full self-care. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, en tout cas en France. Et on pense qu'il est le moment aujourd'hui de pousser ce type de parcours-là, mais en focalisant, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, en focalisant sur une typologie de clientèle en particulier. Il y a des clients qui sont beaucoup plus appétents à ce type de parcours-là aujourd'hui, et pas que les jeunes, nécessairement, comme on pourrait l'imaginer. Deuxième point sur lequel... alors, sur le B2C self-care aussi, et ça rejoint un petit peu la notion de plateforme que vient d'évoquer Didier, notre objectif aussi, on fait plus de... on fait plus de marge aujourd'hui sur le crédit immobilier. Et donc, il faut qu'on trouve des relais de croissance. Et les relais de croissance aussi, c'est le cross-selling. C'est un moment important pour le client ou pour le prospect, le moment d'acheter un bien immobilier, notamment quand on est primo-accédant, ou même quand on fait un achat-revente. Et c'est à ce moment-là que le client, on doit pouvoir aussi l'accompagner sur autre chose que le crédit, sur lequel, le financement en fait, sur lequel il nous interroge. Je pense notamment à la multirisque habitation, mais encore d'autres sujets. Après, le deuxième point sur lequel on a énormément travaillé ces 2 dernières années et qu'on est en cours de déploiement d'ailleurs depuis maintenant 6 mois, c'est la digitalisation du parcours B2B2C, c'est-à-dire tout ce qui est apporté par les courtiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le groupe aujourd'hui, 30% des crédits immobiliers sont apportés par nos amis du courtage et que ces process-là n'étaient pas du tout digitalisés jusqu'à présent. Et donc on a fait un gros travail de façon à pouvoir automatiser et digitaliser ces parcours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un courtier peut nous envoyer en temps réel un dossier de financement de son client, qu'il a en face de lui d'ailleurs. Quand on dit temps réel, ça peut être pendant l'entretien avec son client, depuis son propre système d'information. Et l'envoi de ces données sont ensuite scorées en temps réel avec notre propre scoring, ce qui est une valeur en retour pour le client et pour le courtier. C'est qu'il y a un pré-scoring qui est fait qui dit oui, ton plan de financement
et la typologie de ton client nous permet de te dire que on va pouvoir le financer en termes de score risque. Et ça, c'est un retour qui est fait en temps réel. Et de même, au-delà du plan de financement, c'est l'envoi automatique des documents à l'instruction qui est fait par le courtier, puisque c'est le courtier qui récupère ces documents-là face à son client, qui les numérise et qui nous les envoie. Et nous, l'avantage qu'on y voit, c'est qu'on permet de répondre au client qui est face à son courtier très rapidement. Et quand je dis client, je dirais plutôt prospect, puisque nous, ce qui nous intéresse, les courtiers, c'est plutôt les prospects que les clients. Et donc, on répond rapidement aux prospects. Et nous, de notre côté, toute l'information qui a été saisie et qui a été pris en compte par le courtier est alimenté automatiquement dans le système d'information des banques populaires et des caisses d'épargne, ce qui fait que le conseiller, lui, il n'a plus besoin que de décider. C'est l'objectif principal, et de prendre le moins de temps possible avec le client après coup à instruire le dossier. C'est gagnant-gagnant, c'est gagnant pour les courtiers, c'est gagnant pour nous et c'est gagnant pour le client. Le dernier point sur lequel on travaille aujourd'hui, et qui nous semble important, parce qu'on parle immobilier, on parle crédit immobilier. On est dans une phase aujourd'hui qui est une phase sociétale qui va être changeante, qui est changeante. On va avoir beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes de 50 ans et plus dans la population, de retraités. On sait que ces gens-là sont propriétaires à 75% de leur logement. Et puis on a aussi la problématique du coût de la vie qui augmente. Les logements, aujourd'hui, le coût du logement est toujours très important. Et on a la problématique des jeunes primo-accédants qui ont des difficultés à financer les logements. Et donc on travaille aujourd'hui sur des parcours ou sur des offres aussi qui permettent de pouvoir répondre à ces problématiques sociétales, environnementales aussi, pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients et pas uniquement des clients qu'on avait avant, mais des nouveaux clients qui peuvent pousser notre porte. Voilà sur les grands sujets sur lesquels on a travaillé ces dernières années. Parfait, merci Gaël. Donc on parlait des courtiers, ça tombe bien, on en a un, Renaud. Donc vous, allez-y, je vous passe la parole en termes d'initiative. Ouais. En complément de ce que disait Gaël, comment est-ce que ça évolue chez vous? Et j'en sais que vous êtes au centre de l'innovation en tant que FinTech. Expliquez-nous un petit peu. C'est vrai, et nous finalement, on a repris les choses en repartant du point de vue de l'acheteur, parce que c'est de là qu'on venait quand on a créé Préto. Notre point de départ, c'était d'observer à quel point il est difficile pour un acheteur de savoir à l'avance, déjà s'il va être financé, c'est encore plus vrai en ce moment, et si oui, à quel taux. Donc une grande part de notre travail dans ces 5 dernières années, ça a été de travailler sur la transparence et sur la reprise en main par l'emprunteur de son projet. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur l'agrégation de l'offre des banques qui sont nos partenaires. On a la chance de travailler avec un peu plus de 50 banques. On travaille à extrêmement bien comprendre, très finement, quel type de projet immobilier ces banques souhaitent financer ou non, et quand elles le souhaitent, à quel taux. Et comme on a la chance de financer à peu près 1,5 milliard par an, on apprend extrêmement vite dans la pratique qui finance qui et à quel taux. Cette information, une fois qu'on l'a modélisée et qu'on l'a rendue accessible grâce à de la tech, on se dépêche de la rendre à l'emprunteur et de la lui rendre très facilement accessible de manière transparente. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est quand un emprunteur potentiel se rend sur le site de Préto, il peut, en toute autonomie, sans même s'inscrire, sans même nous donner ses coordonnées, avoir accès à une première estimation très fine de son budget, du coût de son financement, mais aussi, parce qu'il n'y a pas que le taux, de toutes les autres caractéristiques importantes du crédit immobilier qu'il va choisir et de la banque qui va potentiellement devenir sa banque prêteuse et donc dont il va devenir client pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça, c'est une première chose dont on a constaté qu'elle est très importante pour les emprunteurs parce qu'elle leur rend le contrôle. Le deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est ensuite le canal de communication qu'on va avoir avec l'emprunteur. Finalement, Léa a dit un certain nombre de choses là-dessus, Gaël aussi avec les parcours autonomes. En fait, on se rend compte que les emprunteurs, en fonction de l'avancée de leur projet immobilier, vont avoir des attentes assez différentes dans la façon dont ils vouloir entrer en contact avec nous. Quelqu'un qui a un projet immobilier pour dans 2 ans, il ne va pas vouloir une déballe commerciale de 2 heures. Il va vouloir pouvoir simuler, tester ses options
et commencer à réfléchir à l'apport qu'il va falloir qu'il accumule, le genre de zone, il va pouvoir commencer à réfléchir, etc. etc. Cet emprunteur-là, on va le laisser en totale autonomie réfléchir à son projet. Quelqu'un qui potentiellement est en train d'avancer beaucoup plus vite dans son projet et qui commence à avoir de l'anxiété sur les délais, etc. Là, au contraire, on va le mettre en contact avec un expert crédit, qui est un salarié de Préto, qui va l'accompagner et qui va le coacher, qui va le préparer à faire les bons choix et qui sera ensuite son avocat, entre guillemets, auprès du banquier qu'il aura choisi. Et pour finir, puisque certains emprunteurs souhaitent une relation physique, ce que nous sommes en train de faire, c'est ouvrir notre plateforme à des courtiers mandataires partout en France qui seront indépendants mais qui pourront utiliser nos outils, ce qui leur permettra de gagner beaucoup de temps, de faire gagner beaucoup de temps aux banques avec lesquelles ils travaillent et de faire leur métier au plus près des emprunteurs qui auront choisi du physique. Donc on élargit encore le réseau de distribution. Absolument. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des segments de la population qui ont des attentes différentes. On a parlé des jeunes qui, pour beaucoup d'entre eux, veulent quelque chose de très digital, de très instantané, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, on veut vraiment servir les attentes de tous les acheteurs. Parfait. On va enchaîner par rapport aux différentes initiatives que vous avez citées. Et on va repartir dans l'autre sens, donc on va repartir de toi Renaud. Quels sont les enseignements que vous en tirez de ces initiatives récentes qui partent sur l'innovation, autant du côté bénéfique que du côté déceptif, on va dire, mais qui permet aussi de progresser, d'aller plus loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en tire comme tendance forte ou comme enseignement ? Alors, plusieurs choses. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que donner de la transparence et de l'autonomie à l'emprunteur, globalement, ça marche. On observe des taux de satisfaction client qui sont élevés. On a des taux de recommandation de NPS qui sont à 50, à 60. C'est des choses qui sont très encourageantes dans un secteur comme le crédit immobilier où il y a quand même beaucoup de complexité. La deuxième chose, c'est que, et ça, potentiellement, ce n'était pas aussi intuitif que ça, c'est que ça a un impact très positif sur les professionnels en fait, du crédit. Là, on parle du courtier, donc de nos salariés ou nos mandataires, mais on parle aussi du banquier. Le courtier, parce que finalement, quand on a donné beaucoup d'autonomie à l'emprunteur, quand on l'a laissé choisir, quand il décide de venir nous voir, c'est qu'il est vraiment intéressé par l'offre qu'on a à lui proposer et c'est qu'il est finançable. Donc ça permet de focaliser les équipes commerciales sur des projets qui, premièrement, sont faisables, ce qui est loin d'être le cas de tous les projets, et deuxièmement, avec un intérêt réel de l'emprunteur. Donc on va se concentrer sur lui, on va l'accompagner beaucoup mieux, on va gagner beaucoup de temps et on va être très productif. Et pour le banquier, ça veut dire de la même manière gagner beaucoup de temps puisque les projets sont mieux qualifiés, mieux montés et on peut, et c'est quand même le plus important, se concentrer sur le client. Le troisième point, et là c'est un point sur lequel il y a encore du travail, c'est comment on fait pour que le parcours sans couture qu'on essaie de construire se passe extrêmement bien au moment où on passe le relais au banquier. Quand le client a choisi une banque dans le portefeuille d'offres qu'on a à lui proposer, généralement, le défi, ce n'est plus que, de notre point de vue en tout cas, opérationnellement, emmener la transaction au bout. Mais ça veut dire coordonner l'établissement bancaire qui va lui-même communiquer avec la garantie, qui va lui-même devoir aller chercher un contrat d'assurance emprunteur. Et ça, c'est un vrai défi pour tout le monde. Et donc, on est toujours très, très content quand des établissements comme BPCE décident d'ouvrir des liens avec les courtiers parce que c'est vrai que ça facilite énormément les choses. Et c'est aujourd'hui un des points de friction dans le marché qu'on a très envie de pouvoir continuer à résoudre. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, on a envie de travailler avec l'écosystème, avec des partenaires. Maintenant, faut-il encore travailler suffisamment pour que l'expérience client soit continue ou soit de même qualité de début à la fin, quoi. Et c'est ça la difficulté. Ouais, c'est exactement ça. Les passages de témoins, c'est toujours un défi. On change d'écosystème, on change d'environnement. Et c'est là que du coup, en fait, il faut apprendre à travailler ensemble d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue technique. Et c'est des vrais défis parce qu'on parle de produits très compliqués avec beaucoup de edge case, comme disent nos amis tech, qu'il faut maîtriser. Et ça nécessite de l'expertise et du temps. Un dernier point, Renaud, quand on a échangé ensemble, vous m'aviez dit il y a quelque chose qui est vraiment particulier chez nous, c'est que pour avoir une simulation, le client il n'a pas besoin de s'inscrire. C'est-à-dire qu'on est prêt à le perdre, à ne pas avoir les données pour le recontacter. On en tire quoi comme conclusion là-dessus? On a raison de faire comme ça ou pas? Alors, c'est effectivement pas la pratique de marché, puisque ça veut dire qu'on acquiert du trafic qu'on perd, on laisse partir des gens. On est néanmoins très content de faire les choses comme ça. Déjà parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça nous permet de n'avoir des leads que qualifiés. Les gens qui s'inscrivent chez nous sont des gens qui veulent au moins approfondir l'offre qu'on leur a proposée. Et ensuite, c'est aussi pour nous un moyen de voir sur le long terme. On a très envie de faire de Préto une forme de référence pour
tous ceux qui réfléchissent à un projet immobilier. Et on sait que c'est important pour les internautes qui souhaitent pas être sollicités de manière trop importante, de pouvoir faire leur choix et décider à leur rythme. Et donc du coup, on pense que ça contribue à la satisfaction de nos clients de leur laisser le choix du moment où ils rentrent dans notre parcours. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a une vraie évolution de ces dernières années sur le fait, et il n'y a pas que la crise Covid qui a fait ça, hein, mais il y a une vraie évolution dans le comportement et l'attente des clients, sur le crédit immobilier en particulier, parce qu'effectivement, faire un crédit conso, faire un livret d'épargne, c'est presque un achat de consommation, j'allais dire presque courante. Un crédit immobilier, c'est moins le cas. C'est quelque chose qui prend du temps en instruction. Entre le moment où on voit un premier client et le moment où il a son prêt immobilier validé par la banque, il se passe en moyenne, et je pense que c'est à peu près partout pareil, entre 2 et 3 mois. Donc c'est un temps long où il faut accompagner le client, il faut être présent. Et c'est pour cette raison que jusqu'à aujourd'hui, on ne concevait, nous, banquiers, le digital, on disait à l'époque humain et digital. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une réassurance qui doit y avoir nécessairement avec un banquier, ou éventuellement en amont avec un courtier, mais on préfère avec un banquier, nous, avec un banquier pour finaliser, pour accompagner. Et aujourd'hui, moi, mon sentiment, comme tu viens de le dire, c'est qu'il faut donner la main au client, il faut faire beaucoup plus simple, ce qu'on s'évertue à faire, et c'est pas simple parce que le crédit immobilier n'est pas simple. Il n'y a pas un projet qui est identique, mais ce qu'on s'évertue à faire, et notre point de vue aussi, c'est qu'on a voulu trop faire. Je reviens sur les enseignements, c'est qu'on a voulu faire trop généraliste. Sur le crédit immobilier, à faire des parcours clients très généralistes. Et finalement, il y a quand même des franges de la population, comme je le disais tout à l'heure, qui aujourd'hui sont prêts à faire du full digital, du vrai self-care sur le crédit immobilier. Les jeunes, oui, mais pas que. Je pense surtout aux investisseurs qui, eux, ont déjà fait vraisemblablement du financement immobilier et pour lequel il y a moins d'appréhension à faire du self-care pour investir. Et on peut réfléchir à du packaging, et c'est là qu'on ouvre les chakras au-delà du financement immobilier, c'est de dire on peut proposer avec des partenaires constructeurs ou autres de l'investissement locatif, d'ailleurs on en a dans le groupe aussi qui le font, de l'investissement locatif et le financement qui va avec, et tout ça, j'allais dire presque en self-care, en mode digital. Ça, c'est des choses sur lesquelles il nous semble important de réfléchir et d'accélérer dans les prochains mois. Parfait. Didier, Léa? Sur les enseignements qu'on tire pour l'instant du digital et des parcours self-care qu'on a sur l'assurance, donc nous on avait fait le pari au début, quand vous construisez votre assurance habitation chez Luco, il y a des garanties qui sont obligatoires légalement, donc on les met, mais après toutes les autres garanties, vous pouvez vous-même les sélectionner, donc il n'y a pas de pré-package. Donc ça implique que potentiellement les gens s'assurent au minimum et qu'on ait des paniers un peu moins élevés, parce que les gens ils vont prendre vraiment que ce dont ils ont besoin ou vraiment le minimum pour payer le moins cher. Mais on s'était dit on laisse cette liberté parce que c'est notre parti pris, comme Préto, c'est la transparence, c'est rendre un petit peu le pouvoir au client. On ne va pas vous forcer à prendre cette garantie dommage électrique alors que vous habitez dans un appartement, c'est pas nécessaire, ou cette garantie pour les biens de votre congélateur alors que vous êtes totalement prêt à repayer votre paquet de brocolis. Donc on a laissé cette liberté aux gens. Et finalement, on a observé que par rapport à des chiffres marchés ou à des chiffres de gens qui package, il n'y avait pas de différence, que les gens d'eux-mêmes vont savoir de quelle garantie ils ont besoin et ne pas se sous-assurer. On a très rarement le cas de gens qui sont sous-assurés au moment d'un sinistre. Donc ça, c'est un très bon learning, c'est de se dire, voilà, en fait, vous pouvez laisser la liberté aux gens et c'est pas pour ça qu'ils vont moins consommer, c'est pas pour ça qu'ils vont mal consommer. Au contraire, ils vont plus se renseigner, ils vont avoir une démarche beaucoup plus réfléchie et savoir ce pourquoi ils sont couverts et ce pourquoi ils sont pas couverts. Et sinon, toujours sur le numérique, y compris les jeunes, finalement, ils ont besoin d'humains, de savoir qu'il y a vraiment quelqu'un derrière l'ordinateur, donc ils sont assurés de pouvoir nous parler. Mais on s'est rendu compte qu'ils avaient aussi besoin de nous appeler, donc on a remis à disposition un numéro de téléphone sur rendez-vous, suite à tous les retours clients qu'on avait. Et également, on a lancé un autre service qui s'appelle Dr House, qui est un service de visio pour tous les gens qui ont des problèmes chez eux. À tout moment, c'est comme de la téléconsultation, mais pour son appartement ou sa maison. Parce que les gens, en fait, ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'humains, ils ont encore besoin de vrais conseils. Donc on a lancé ça en complément de notre assurance, c'est gratuit pour les clients et ça fonctionne très bien et ça vient justement remettre encore un peu d'humain pour pas totalement déshumaniser l'expérience et garder cette personnalisation qui est très importante. Oui, je soigne en fait mes mots pour anticiper les risques et les limiter.
Tout à fait. Et quand on en avait parlé, c'est vrai que c'était... alors tous, vous parlez beaucoup d'expérience client, vous parlez de client tout court et de satisfaction client, c'est vraiment important. Et chez Luco, c'est vrai que ça transpirait dans la volonté d'accompagner le client. Tout à fait, l'accompagner en amont pour faire de la prévention, parce qu'un client qui est bien chez lui et qui prend soin de son appartement, c'est aussi un client qui va avoir moins de sinistres. Donc c'est un client qui va pouvoir contenir le prix de son assurance habitation. Je pense que vous avez suivi un peu tous les événements climatiques de ces derniers jours et un peu l'affolement chez les assureurs. Les primes, elles vont prendre plus de 100% dans les 20 prochaines années. Nous, on pense que ce n'est pas une fatalité, que c'est à nous, en tant qu'assureurs, de se donner les moyens de faire davantage de prévention, toujours dans cette idée de personnalisation, pour réduire les sinistres et réduire les dommages qui sont anticipables et éviter et contenir ces prix pour les clients. Et en complément, il y a quelque chose qui m'avait interpellé dans notre échange. On avait parlé justement de satisfaction client. Vous m'aviez parlé d'une fonctionnalité que vous aviez mis en place à un moment donné, qui avait un super effet waouh, mais finalement qui n'était pas importante pour le client, qui n'apportait pas de la valeur. Vous avez dit, mais ça, on l'a enlevé tout de suite, puisque le client ne s'y retrouvait pas. C'est aussi ça, tirer des enseignements de tout à fait. On adorait cette fonctionnalité. Tous les gens étaient un peu en mode waouh, c'est génial, parce qu'on pouvait s'assurer via image satellite et sélectionner directement sa parcelle de terrain. On avait fait plein de choses assez impressionnantes et les gens étaient assez impressionnés. Mais en même temps, c'était compliqué pour eux. Et donc, on s'est dit, on va le tester, mettre ce parcours waouh vs un parcours classique. Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui fait que les gens vont au bout? Et c'était le parcours classique. Donc, on a laissé tomber l'expérience waouh au profit de quelque chose de plus simple, mais qui finalement plaisait plus aux gens. Donc, le client avant tout. Voilà, c'est ça. AB testé. Didier? Oui, moi, je rebondirais sur ce que vient de dire Léa. Il faut qu'on arrive à travailler avec beaucoup d'humilité par rapport à ce que les clients nous disent et par rapport aux idées qu'on a, qui sont parfois de très très bonnes idées. Mais quand on les teste, on se rend compte que des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques et qui correspondent bizarrement beaucoup mieux à la situation de la majorité de nos clients sont privilégiées. On le voit tous les jours, donc ça nous oblige à être beaucoup plus mobile, flexible, de dire on s'est trompé. Et de temps en temps d'aller voir la direction générale du groupe pour leur dire on s'est mis dans l'ornière tout seul, c'est pas forcément agréable, mais il faut savoir le faire. Donc de l'humilité et puis se dire que malgré tout que le plus compliqué, c'est de faire le plus simple possible pour le client. Et c'est la valeur ajoutée qu'on promet à nos clients, c'est des parcours qui soient le plus simples et pratiques pour eux. Parce qu'en vérité, c'est ça qui va faire que le client va choisir de passer par ce qu'on lui propose plutôt que d'aller voir une solution concurrente ou une autre typologie de pratique par rapport à son besoin. Voilà. Parfait. Donc pour enchaîner, on a vu différents types d'initiatives. Si on se projette un petit peu, alors on ne va pas faire du prédictif, on n'a pas les outils pour, si ce n'est les personnes qui sont là. Donc comment vous voyez la distribution du futur? Quelles sont les grandes tendances? Qu'est-ce qui vous semble être des piliers, on va dire, pour évoluer dans cette distribution dans le secteur immobilier? Moi, je veux bien terminer puisque j'avais la main, donc je la reprends tout de suite. La tendance, c'est compliqué. Hein. Si je le savais, à mon avis, je ferais fortune tout de suite. Donc, les tendances évoluent très, très, très vite. Moi, ce que je constate dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on va dire depuis le début d'année, c'est la prédominance du client qui veut le meilleur rapport qualité-prix. Et dans le meilleur rapport qualité-prix, ce qui l'intéresse avant tout, c'est le prix. Hein. Par rapport à ce qu'on a mis en place et les partenariats avec de grands groupes, on avait de super propositions de valeur, on va dire moyen haut de gamme en termes de positionnement marketing. Et on se rend compte aujourd'hui que ce qui fonctionne et ce qui super performe, c'est des propositions de valeur, encore une fois, peut-être un peu plus simples, plus basiques, mais surtout en termes de prix, beaucoup plus accessibles pour une majorité de clients. Donc moi, je suis persuadé que dans les mois et dans les années qui viennent, ce critère-là restera prédominant. L'arrivée du digital, l'arrivée du client roi qui décide et qui a tous les moyens de comparer à droite et à gauche fait qu'on a l'obligation de lui fournir quelque chose avec une vraie valeur. Et de toute façon, si on ne le fait pas, on est immédiatement sanctionné dans la pratique de nos activités diverses et variées. Donc c'est le meilleur garant pour nos clients et pour la manière de développer notre business demain. Parfait. Autre tendance Oui, ouais, je partage. Le prix a toujours été important et c'est vrai qu'il l'est sur l'immobilier et sur le financement immobilier. Après, moi, j'élargirais un petit peu en me disant
qu'aujourd'hui, effectivement, on marge plus, enfin je l'ai déjà dit, mais on marge plus sur le crédit immobilier. Il faut qu'on trouve aussi des solutions. On commence à avoir des difficultés avec la hausse des taux, le taux de l'usure qui bouge peu, alors même si on est un peu... qui bouge peu, donc on commence à avoir des difficultés à financer un certain nombre de clientèles, on se le dit. Même si ce n'est pas la majorité aujourd'hui, donc on arrive à trouver des solutions. Je pense qu'il faut qu'on trouve aussi des solutions alternatives, notamment pour la jeune population, des solutions location-accession, démembrement. Voilà, c'est des solutions qui existaient, qui n'ont jamais pris le jour jusqu'à présent, mais à mon sens, c'est peut-être des choses qu'il faut qu'on réouvre pour pouvoir trouver des solutions qui répondent aussi aux clients, parce que notre inquiétude aussi, notre volonté, nous banquiers, c'est de pouvoir répondre aux projets des clients et aux besoins des clients. Et il n'y a rien de plus embêtant, et comme tout entrepreneur, mais si on se considère comme des entrepreneurs, que de pouvoir répondre par la négative au projet d'un client. Donc il faut qu'on trouve des solutions, et je pense qu'au-delà du financement classique tel qu'on le connaît, il y a d'autres solutions de marché qui peuvent être poussées et qui peuvent être réfléchies. Et ces nouvelles solutions, est-ce qu'elles répondent aussi à cette problématique de ROI pour les banques, parce que pour les banques ou les différents acteurs du marché, parce qu'on a bien cette problématique-là. Donc satisfaire le client, oui, mais tout en intégrant la logique ROI de l'entreprise. On la cherche toujours, de toute façon, oui. On ne va pas faire... Après, la problématique, toujours, c'est... comme je disais, ces marchés-là existent, mais c'est des marchés de niche. Donc le ROI est toujours très compliqué à mettre en œuvre, mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de demandes et qu'il faut qu'on puisse, j'allais dire, surfer sur cette vague de demandes pour essayer pour tenter des choses. Il faut qu'on teste. Et comme le disait Didier, il faut avoir une approche un peu avec humilité et pouvoir se dire oui, on s'est planté, dans 6 mois peut-être qu'on se sera planté et puis on fera autre chose. Mais de toute façon, oui, on ne peut pas réfléchir autrement que dans une approche ROI aujourd'hui sur le logement immobilier. Renaud, quand on est courtier, comment on voit le modèle évoluer? Alors déjà, sur le sujet du prix, évidemment, la version prix dans le monde de l'immobilier, c'est tout le monde pense au taux de matin, midi et soir. On essaye de sortir de cette logique, de faire sortir les emprunteurs de cette logique, parce que c'est beaucoup les emprunteurs qui ont été presque formés à ça. Nous, on sait qu'en fait, quand on est pro de ce métier-là, le taux, ce n'est qu'une composante dans un produit qui est complexe. Et donc, je pense qu'une partie de notre métier de courtier, c'est justement d'être capable de mettre sur la table d'un emprunteur plusieurs options qui vont répondre à son besoin. Parfois d'aller chercher avant tout du prix, mais aussi parfois d'aller chercher d'autres choses. Ça peut être de la flexibilité, ça peut être une banque qui va mieux correspondre à certains besoins à court et à long terme. Ça peut être une certaine qualité de service. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les gens viennent nous voir pour du taux. Et en fait, quand on discute et quand on creuse, on se rend compte qu'on repart pour des choses beaucoup plus sophistiquées que ça, et on prend des décisions plus éduquées que juste je veux le meilleur taux du marché. Donc, vas-y, Gaël, tu réagis. Excuse-moi, je rebondis là-dessus. Il y a une petite anecdote. On a un parcours client B2C et quand le client est éligible, puisqu'on a un score temps réel qui tourne à l'issue de son parcours, on lui fait une proposition commerciale. En fait, on lui en fait pas une, on lui en fait 3. On en fait une moyenne avec un taux moyen, avec un taux plus faible, mais souvent une durée plus faible. Et en fait, il ne clique pas nécessairement sur le moins cher. Hein. Il reste sur du moyen. Donc oui, le prix a un intérêt, mais pas que. Voilà. C'est juste ce que je voulais, parce que c'est un retour d'expérience. On partage. Et pour finir de répondre à la question des tendances peut-être un peu plus moyen ou long terme, nous, un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est comment on réinsère le sujet du crédit au sens un peu plus large, celui du projet d'achat immobilier. Je pense qu'on sait tous qu'il y a 2 moments très durs pour un achat immobilier, c'est le crédit, mais c'est aussi trouver le bien. C'est le deuxième gros pain point du marché. Donc nous, on s'est positionné là-dessus en lançant un service qu'on a appelé Preto Search, qui est un service d'agrégation d'annonces immobilières, qui n'est qu'un premier pas dans ce qui nous semble être la direction de long terme, qui est en fait une forme de convergence entre le métier de professionnel de l'immobilier au sens finalement très large et celui du financement. Là, nous, ce qu'on imagine, c'est qu'en fait, finalement, le financement va progressivement disparaître d'une manière ou d'une autre à l'intérieur
du métier de l'immobilier. Ça ne sera qu'une des composantes. Finalement, si on prend beaucoup de recul, est-ce bien raisonnable de passer des heures et des heures et des heures pour obtenir un crédit immobilier? Je pense qu'on a tous peut-être mieux à faire. Et je pense que le digital est une opportunité assez magnifique pour imaginer, pouvoir offrir à nos acheteurs et à nos emprunteurs une expérience où ils passent plus de temps sur l'achat immobilier en lui-même et puis sur la couleur du canapé. C'est quand même plus intéressant. Et à profiter du bien le plus rapidement possible. Léa, le mot de la fin peut-être sur ces évolutions et tendances? Je pense qu'on partage la même vision des tendances à venir. Nous aussi, on travaille à réinsérer l'assurance habitation, qui est finalement qu'une commodité, dans l'écosystème du foyer en général. Et donc chez Luco, ce qu'on propose, en plus de l'assurance habitation, c'est de plus en plus de services pour que les gens soient bien chez eux au quotidien et moins de soucis. Donc il y a Dr House, nous aussi on a un petit peu notre kiosque de services avec un réseau d'artisans. Tous les artisans qu'on fait intervenir sur nos sinistres et qu'on a labellisés parce qu'on était content de leur travail, on les met à disposition avec des prix prénégociés à nos assurés. Comme ça, s'ils ont besoin de faire des petits travaux, ils ont déjà quelqu'un de confiance qui peut intervenir chez eux, qui a été validé par nos soins. Et également, on aide aussi les gens à trouver leur logement. Enfin, toute la sphère du foyer, finalement, la rendre plus simple au quotidien et s'occuper de tous ces services chiants, finalement, qui ne devraient pas nous parasiter la vie. On peut s'en occuper pour les gens. On peut, avec le numérique, leur mettre à disposition beaucoup plus de facilité et de flexibilité. Et c'est ce qu'on compte faire. Je remercie les 4 intervenants qui étaient là et je vous remercie tous.